Nous parlons maintenant de la Guinée équatoriale, l'amnistie totale pour tous les prisonniers et opposants. L'opposition en Guinée équatoriale a accueilli jeudi avec prudence l'annonce d'une amnistie totale pour les prisonniers politiques et opposants par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, attendant maintenant des actes. Gabriel Nsé Obiang, chef de Citoyens pour l'innovation, principal parti de l'opposition à Malabo, a déclaré qu'il attendait d'ici à demain ou samedi la libération des prisonniers politiques annoncés la veille par le président Nguema, affirmant qu'il accordait beaucoup de valeur au décret. Il a encouragé le chef de l'État à poursuivre dans cette voie. Alors, est-ce que, Pasteur Edo, comme on peut considérer que le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, qui est quand même l'un des doyens du continent, 76 ans, est en train de penser à l'après-lui? Je crois moins de une quarantaine d'années au pouvoir. Bientôt, presque, il a 38 ans de pouvoir. Il est le doyen. Mais je crois que c'est une bonne nouvelle quand même quand il y a de l'amnistie pour tous les prisonniers, les opposants, c'est une bonne nouvelle. Mais j'adhère aussi comment on appelle, à l'opposition, enfin à l'idée de l'opposition d'accueillir cette nouvelle avec beaucoup de prudence. Parce que est-ce que l'amnistie est sincère? Mais je crois quand même que le dialogue qui va s'ouvrir bientôt, l'amnistie est en train de baliser la voie au dialogue qui va s'ouvrir bientôt entre les acteurs politiques de Guinée équatoriale. Vous savez, l'opposition a été, comment on appelle, l'opposition est presque inexistante. Il y a une petite opposition qui ne pèse pas, Donc, qui pèse, mais qu'on étouffe. Bon, qui pèse, mais qu'on étouffe, d'accord, ça dépend. Mais aujourd'hui, je crois quand même que déjà, on peut penser que le président équato-guinéen est en train de prendre des mesures pour qu'après lui, qu'il puisse laisser un pays quand même, un pays stable, un pays démocratique. Si tel est le cas, je crois qu'on ne peut que l'acclamer, mais je crois qu'il ne faut pas trop tôt s'en réjouir. Mais quand même, on l'avait déjà évoqué ici, que l'opposition a même demandé l'amnistie totale pour les prisonniers et tous ceux qui sont, et tous les exilés politiques. Bon, on attend de voir ce qui va se passer avec cette annonce, qui est quand même une bonne nouvelle. Dominique, la prudence de l'opposition est compréhensible. Oui, mais c'est vrai, pour un pays où il n'y a pas ni la presse privée, ni une radio privée, ni opposition réelle, dans les mains du pouvoir. Tout est dans les mains de Obiang et sa famille, et son fils, justement. Donc l'opposition ne peut qu'être prudente. C'est vrai qu'ils ont annoncé la tenue d'un dialogue qui doit, je crois, commencer le 21, du 16 au 21 juin. Bon, quelles sont les intentions, enfin, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on recherche à travers ce dialogue, justement? Puisqu'il a gagné les élections présidentielles, législatives, il a tous les rênes du pouvoir. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait une histoire de tentative de coup d'État où des gens ont été arrêtés, où l'opposition, beaucoup de leaders de l'opposition ont été incarcérés. Je crois qu'on parle beaucoup plus de leur libération. Et sans oublier que, je crois, à la veille de cette annonce, il y a un militant de l'opposition qui est décédé à la prison. Donc tout ça là, bon, je crois que peut-être il veut jouer à l'apaisement, et parce que vous savez, il y a également la crise, entre-temps la crise pétrolière est passée par là, et donc aujourd'hui peut-être le prix du baril remonte un peu, oui, mais peut-être il veut vraiment jouer à l'apaisement, et si c'est penser après lui tout est prévu que c'est son fils qui va le succéder, à moins que qui est un changement de dernière minute, sinon tout se fait. Son fils, il est déjà le vice-président, et dans la constitution, si le président n'est pas là, c'est le vice qui prend les rênes du pouvoir. Donc, tout est déjà tracé. Donc, il faut qu'il revoie ces fameux-là. Bon, ce n'est pas le dialogue, justement, qui va changer quelque chose. Maintenant, si ça peut permettre du moins... Mais déjà que l'opposition elle-même avait posé comme condition de participation au dialogue cette amnistie, et qu'il accepte, c'est peut-être une bonne chose. Seulement, est-ce que l'opposition externe est aussi touché par cette amnistie? Je ne crois pas. Justement, c'est la question. Puisqu'il a parlé de l'opposition interne, beaucoup plus interne, avec la libération de ceux qui sont dans les geôles. Non, parce qu'il y a certains opposants à l'externe qui eux-mêmes ne vont pas oser rentrer. Eux-mêmes ne vont pas. Bon, mais si l'amnistie est sincère, si on a dressé de tapis rouge, si l'amnistie est sincère, il veut vraiment ouvrir le pays, permettre à ce que vraiment tout se passe bien. Je crois qu'il peut aussi penser à eux.
ceux qui désiraient rentrer peuvent rentrer en toute sécurité. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de figure pour le moment. Je crois qu'il s'en tient à l'opposition en interne et ceux qui sont incapables. Parce qu'il ne peut pas non plus faire un dialogue avec une opposition dont les cadres sont en prison. Oui. Donc c'est que c'est une logique quand même qui est claire. Donc je crois que on attend de voir qu'est-ce qui peut sortir de ce dialogue. Est-ce que le système de gestion va également changer? Parce que tout est fait pour que le fils succède à son père. Bon, et sans oublier que c'est un pays totalement fermé. Un pays policier. Moi, j'ai passé 2 semaines à Malabo. C'est un pays policier. C'est-à-dire que dans la rue, vous êtes là, on sait que vous êtes là. Tout ce que vous faites, on a toutes les informations. Donc, le pays est tellement militarisé. C'est d'ailleurs pourquoi l'opposition n'a jamais pensé à une manifestation comme ici, on marche, on a marché pendant 5 ans. On en parlera tout à l'heure. Bon, là, on en parlera. Oui, là-bas aussi, là-bas dans l'opposition, on va parler du Togo tout à l'heure. L'opposition en exil que représente Severo Motonsa, qui avait qualifié le président Obiang il y a quelques années de satrape sanguinaire, cannibale et voleur qui dévore les testicules et le cerveau de ses opposants. Lui, il peut rentrer? Moi, je crois que c'est des qualificatifs trop forts. C'est vrai quand même que Théodoro Obiang est un, disons... Un despote. Un despote qui dirige la Guinée avec les mains de fer. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Mais bon, aller jusqu'à le qualifier ainsi, bon, c'est un Afrique. Dévore les testicules de ses opposants. Il a déjà dévoré les testicules de quel opposant? Ce genre de propos en politique, on peut l'éviter. On peut l'éviter parce que là, il faut mettre un peu de morale quand même dans cette politique pour ne pas dire de tête, pour quel que soit celui que vous avez en face de vous comme adversaire politique. Bon, donc je crois, lui là, est-ce que on peut facilement le pardonner pour ces propos-là. C'est lui-même, je crois, il va se garder de rentrer de sitôt en Guinée, dans son pays, parce que ces propos-là, certainement, vont le rattraper. Et je ne crois pas que... Mais bon, est-ce que le président peut dire, peut tabler et peut dire, Le président peut-être, mais son fils qui est vice-président, chargé de la défense... Et justement, qui va anéantir tout le monde. Et tous ceux qui vont le... Lui, il va vouloir déblayer le terrain pour lui-même. Tous ceux qui vont l'empêcher ou bien vont constituer d'obstacles pour lui, il veut en finir avec tout le monde pour que le chemin soit bien balisé pour lui. Bon, donc je crois quand même que cet opposant ne peut pas oser rentrer au pays pour le moment parce que les termes là sont trop injurieux, sont trop diffamatoires et je ne pense pas que ça vaut la peine. Et en politique, vraiment que les politiciens se gardent de ces propos. Parce qu'ils ont des enfants. Parce que tel propos, on ne peut pas tenir devant les enfants. Quel enseignement on peut donner aux enfants si on... Alors, Dominique, il y a aussi le sort du parti, enfin, on peut l'appeler principal parce qu'il a un seul député, le parti de Théodoro, 99 députés sur 100. Citoyens pour l'innovation, parti qui avait été autorisé puis dissous 4 ans après. Aujourd'hui, ce parti peut-il revivre? Mais c'est ça, si les conditions sont réunies, parce que aujourd'hui, j'espère qu'à l'issue du dialogue lui-même qu'il a décidé d'organiser, c'est que d'abord, pour apaiser le pays, pour permettre l'ancrage un peu de certaines valeurs démocratiques, je crois. Et donc, ce parti peut renaître de ses cendres, puisque le parti, malgré les difficultés que ce parti a eues, a réussi à décrocher un seul député. Bon, peut-être que s'il avait une marge de manœuvre, une liberté d'action, sûrement qu'il aurait pu avoir beaucoup plus que ça. Mais malheureusement, il s'en est sorti avec un seul député. Et sans oublier qu'après, on a dissous le parti. Donc, peut-être le dialogue peut rétablir son parti et donc relancer le processus démocratique avec le multipartisme où la liberté d'expression peut être également de mise et permettre notamment à l'opposition d'avoir des médias ou d'avoir accès également aux médias. On a encore à ce 21e siècle des pays qui vivent comme ça, comme des Corées du Nord africaines. Mais bon, vous prenez un pays comme le Rwanda où tout semble marcher, mais attention, là-bas aussi, il n'y a pas ni de presse privée, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de radio privée. On ne peut pas faire ce débat-là, ni au Rwanda, ni
même en RD Congo, on ne peut pas non plus. Dans certains pays, c'est un peu compliqué. Mais heureusement qu'au Togo, sous forme on parlera du Togo tout à l'heure. Que certains viennent sur ce plateau dire que oui, nous sommes dans un pays dictatorial. Je dis, mais là, c'est une dictature très très bonne, ça. Si tu peux venir sur un plateau dire, sur une chaîne de télé, que nous sommes dans un état dictatorial. On va parler du Togo. Donc, je disais que si on revenait au niveau de la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale également traverse aussi des problèmes un peu économiques parce que ils ont pris certaines mesures. Oui, c'est un pays riche qui, à un certain moment, le pétrole, et ça avait suscité vraiment les investisseurs et même les populations de l'Afrique à migrer vers ce pays. C'est la Guinée qui finance l'UNESCO. Mais aujourd'hui, justement, mais en tout temps, il y a des mesures impopulaires où pour créer une entreprise, il faut forcément prendre un autochtone, même s'il n'a jamais mis pied à l'école, tu dois le prendre. Comment une entreprise qui est censée prospérer et avancer, on peut recruter des abrutis juste parce que on doit satisfaire à une loi. Bon, les gens sont libres aussi de protéger leur justement, dans les pays du Golfe, c'est comme ça. Non, oui, mais c'est que oui, mais qu'on puisse recruter des gens compétents, justement. Mais la loi ne l'interdit pas. Oui, mais c'est que à défaut d'avoir des compétences, et que forcément, il faut mettre quelqu'un un autochtone dans cette entreprise. Mais alors que tu tournes autour, tu ne vois rien de compétent. Mais alors là, l'entreprise n'est pas appelée à avancer. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres mesures qui font qu'aujourd'hui que beaucoup d'étrangers sont en train de quitter le pays. Beaucoup d'investisseurs également. Donc je crois qu'il a senti la mesure de la chose. Et au cours de ce dialogue, peut-être ils peuvent en parler et voir quelles sont les solutions idoines qu'il faut à cet effet pour relancer. Alors, pour le moment, la Guinée, ce sera le 6e dialogue. Ce n'est pas 27 comme dans un pays que vous connaissez. Au moins là-bas, ce sera sincère, ce dialogue? Bon, je crois que nous l'avions déjà effleuré. Ce dialogue, bon, ça peut être sincère. Mais si le président équato-guinéen veut libéraliser le choix, parce qu'il a fait 38 ans, il sait qu'il a presque tout fini. Il a presque tout fini. Alors il faut remettre le pays sur le rail démocratique. C'est possible. Mais le seul handicap, ça il faut le dire, parce que son fils a d'ambition. D'ailleurs, constitutionnellement, c'est lui le vice-président. Si le père vient si le père venait peut-être à mourir, donc c'est lui qui prend la place. Bon, donc ça aussi c'est un obstacle. Et lui aussi, il veut vraiment. Déjà, il prend des décisions dans le pays, impopulaires dans le pays, pour dire que bon, si avant de sortir, en fait, pour les fonctionnaires, il faut une autorisation signée de lui. Donc déjà, il est en train déjà de prendre le goût du pouvoir, et ça va être difficile pour que ce dialogue soit sincère, et que ça permette à l'opposition de pouvoir avoir des marges de manœuvre. Ça va être très difficile. La Guinée équatoriale, c'est un pays où il y a la partie continentale et l'île. Et quand le père est sur l'île, lui, il doit être sur la partie continentale. Et c'est comme ça, vice-versa. Pour maintenir, pour être sûr qu'en tout temps, il n'y aura pas une conspiration. Rien ne soit mijoté contre. En tout cas, c'est intéressant. On suivra ce dialogue de très près. Nous marquons maintenant la courte pause et après le Togo.